sur la deuxième journée du championnat de D1 dans ce numéro de Téléfoot avec la confirmation de Caen et de Fabrice Divert qui a encore marqué contre les Girondins. Le lion du Stade Rennais, c'est François Omambiik, le tombeur du PSG. Et l'ambition, c'est celle de l'association sportive de Monaco, 2 matchs, 2 victoires, co-leader du championnat avec l'Olympique de Marseille. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Téléfoot où nous avons de nombreux invités. Avec Frédéric Jaillant, nous essaierons tous les dimanches de faire venir ceux qui auront fait l'actualité du samedi. Et Fabrice Divert fait partie de cela. Bonjour Fabrice. Bonjour. Je crois qu'il est temps que vous alliez à Bordeaux. Hein. C'est ce qu'ils doivent se dire. C'est sûr que le fait de marquer à chaque fois contre Bordeaux, c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu... pour moi, ça peut paraître le hasard pour tout le monde, mais je crois que ça... Pour moi, c'est un petit peu... Bordeaux vient toujours dans une période où Caen est bien. Là, il venait pour le premier match à domicile, donc on a une nouvelle équipe. Il faut prouver au public que Caen est solide cette année. Elle vous plaît, cette nouvelle équipe ? Je pense que le recrutement a été fait à la hauteur des ambitions du club. Le club veut devenir européen dans les 4 ans, donc je crois que le recrutement a été fait honnêtement. Jean Dupeux-Domergue, c'est un bon tandem. Bien sûr, il faut penser aux joueurs, mais je crois qu'il y a l'encadrement technique qui est aussi important. Et je crois que le fait que Jean-François Domergue ait beaucoup d'attaches à Bordeaux, ça a permis d'avoir 2 très bons joueurs. On en reparlera, Fabrice. Nous allons présenter avec Frédéric Jaillant notre autre invité, un des lions indomptables. On doit vous appeler souvent comme ça, François Omambiik. Oui, 2 buts hier soir avec Rennes contre le Paris Saint-Germain. Vous êtes bien à Rennes, vous? Oui, je suis en train de bien m'acclimater à Rennes depuis 3 semaines environ que je suis là-bas et j'espère que ça va continuer de l'avant. Alors nous allons tout de suite commencer le panorama de cette deuxième journée du championnat de D1 en compagnie de Jean-Pierre Guida qui nous parle de la rencontre Nancy contre Brest. Nancy tenu en échec sur son terrain par une équipe brestoise très rigoureuse en milieu de terrain et en défense. Les attaques nancéiennes menées par Tarazievich, Alexander Zavarov et David Zitelli furent sans effet tout au long de cette partie comme sur cette action où Éric Martin ne peut rien faire de ce ballon. Une première mi-temps bien triste avec seulement un tir cadré. Ce sera à la suite de cette relance de Tarazievich pour Bertrand qui centre. Zitelli reprend de la tête mais très bel arrêt réflexe de Bernard Lama. Il ne manquait pas grand-chose pour que Nancy ouvre le score. On a réussi à se créer des espaces et des actions, mais on n'a pas su, peut-être à cause d'un manque de réussite ou de maladresse, je ne sais pas, mais on n'a pas su concrétiser nos actions. Il y a des nouveaux qui ont intégré l'équipe cette année et je pense qu'il faut qu'ils se mettent en route et ça va venir. Dès le début de la seconde période, Nancy continue ses efforts en attaque, mais à l'issue de ce coup franc, Stojkovic malheureux trouve la barre transversale. Les Brestois ne vont pas rester sans réaction. Quelques minutes plus tard, Bernard Ferrer s'infiltre dans la défense nancéienne, mais son tir passe sans danger à côté des buts de Matriciano. David Zitelli tente sa chance sur coup franc, mais le gardien brestois bien placé arrête ce tir sans problème. Dernière action pour Nancy, le soviétique Zavarov centre pour la tête de Zitelli, mais ça passe une fois de plus, juste à côté. On a eu parfois un déséquilibre assez important, surtout en première période, où les garçons, en voulant bien faire, ont été un petit peu restrictifs. Et c'est pas très bon au football. Il faut imaginer, il faut avoir des ambitions, il faut avoir de la percussion. Et après, tout le jeu s'éclaircit. François Omambiik, dites-moi, j'ai l'impression, peut-être me trompe-je, que les joueurs du Cameroun, depuis cette Coupe du Monde, ont pris un volume terrible. Un petit peu, mais il faut quand même dire qu'avant la Coupe du Monde, ils avaient ce volume. Maintenant, ils ne sont qu'en train de confirmer leur talent et j'espère que tout au long du championnat, ils pourront encore prouver qu'ils ont le niveau de deuxième division et de première division. En tout cas, en ce qui vous concerne, le premier match est un match 100% réussi. Oui, c'est un match qu'il ne fallait pas que je rate. J'ai bien préparé le match pendant toute la semaine et à l'arrivée, je m'en sors avec 2 buts et ça ne peut que me rendre fier, surtout de Raymond qui a eu pas mal de problèmes en venant me chercher à Belgrade, en Yougoslavie. Ça, c'est Raymond, c'est Kérusoré.
Ouais, Raymond Kéruso. Vous allez regarder le sujet de Marianne Macot, que je vais aller rejoindre. Marianne Macot, un magazine justement qui nous présente cette équipe du Stade Rennais 90-91. Voilà, l'équipe donc qui est montée de justesse, on le sait, avec une égalité de points à la fin de la saison dernière en D2, qui a peur aussi un peu de faire l'ascenseur parce qu'il y a une tradition d'ascenseur dernièrement de D2 en D1, et puis surtout un club breton, le club breton par excellence, parce qu'il y a une tradition rouge et noire. On vient de très loin en Bretagne pour voir jouer Rennes dès que ça se met à marcher un petit peu. On peut penser qu'il y aura beaucoup de public et je crois qu'il y en avait beaucoup déjà hier soir. Tout à fait. Alors Marianne, on va donc découvrir le Stade Rennais de cette saison, suivi de la rencontre Rennes-Paris Saint-Germain que commentera Pascal Praud, dit Rambo. Il était une fois un gardien finaliste de Coupe d'Europe que les dirigeants rennais avaient invité sur la voie de garage. Il passa 8 mois au chômage. Un cauchemar effacé par sa 3e ascension en D1. Il y a 2 ans et demi, le club était dans une situation très difficile. On était redescendu en 2e division et les dirigeants en place à l'époque voulaient repartir avec des jeunes et on m'avait mis un peu à l'écart. Mais en 87, Kéruso aurait convaincu les dirigeants de le remettre à sa disposition. Depuis, il n'a plus quitté l'effectif jusqu'à ce jour. Comme j'aime beaucoup les belles histoires, celle du stopper François Denis vaut aussi son pesant de cacahuètes. Il y a 3 ans, il évoluait en D3 à Redon. Kéruso lui demande d'interrompre ses vacances pour devenir pro à Rennes. Dans ces 2 cas, Kéru a eu du nez. À l'intersaison, il a recruté fort sagement, à raison d'un seul renfort par ligne, Oman Beyik, Bayard et Rico. Le recrutement qu'on avait fait en D2, c'était dans l'optique de la D1. Patrick de la Montagne, c'est pas un joueur qui est tout à fait pour évoluer en D2, ne serait-ce que par son style de jeu. Il a plus, je pense, de capacité à s'adapter à la D1 qu'à la D2. Thierry Goudet, pareil, Michel Sorin, pareil. Donc déjà, ces joueurs-là entraient dans le cadre d'être compétitifs en D1. Ces 15 dernières années ont été marquées à Rennes par le syndrome de l'ascenseur, la descente immédiate après 3 remontées en D1. Ça rend prudent. L'objectif, c'est le dernier jour de n'être ni 18e, ni 19e, ni 20e. Ça veut dire qu'on sera dans le calendrier de l'an prochain en D1, ça voudrait dire. Et ensuite de faire quelques petits coups quand même, parce que le public rennais attend quelques exploits de l'équipe. On l'a vérifié par le passé, il suffit que l'équipe tourne bien pour que le public vienne en masse de toute la Bretagne. Le budget du club est modeste, 45 millions, mais il devrait être équilibré, la mairie l'exige. Nous sommes aujourd'hui effectivement le premier sponsor, mais je me permets de faire remarquer que cette année, les sponsors privés ont vu leur participation multipliée par 3, ce qui est une bonne avancée dans le sens du partenariat que nous souhaitons. L'objet de tous les regards à Rennes, sa nouvelle vedette camerounaise. François, c'est incontournable. En ce moment, à Rennes, vous devez être repéré de partout parce que vous faites en plus la une des journaux. Oui, ça. Je crois que ce mois-ci, cette semaine-ci, ça a été ma semaine et ça me fait plaisir de trouver ma photo sur tous les journaux. Ça fait 3 ans que j'entame ma 4e année que je suis en France et jamais je n'ai fait la une des journaux. Ça prouve quand même que j'ai reçu ma Coupe du Monde. On appelle ça un regain de popularité. Ça change de Laval et de la D2. La D1 m'a manqué pendant une année, je crois que c'était déjà un petit peu trop, donc il fallait que je retrouve la première division. Depuis la Coupe du Monde, il aurait pu partir pour un club plus huppé de première division française ou italienne. Il a signé pour 50 000 francs par mois à Rennes. Pas de regret? Non, je ne regrette pas du tout, parce que je crois qu'en signant avant la Coupe du Monde, ça m'a permis d'être libéré. Le mondial a laissé des fatigues, je sais, c'est classique, mais la vie de famille le régénère. Le cas du néerlandais Van den Bogart déclenche la passion. 40 buts marqués en 2 ans et demi, il s'entraîne en D3. Comme il projetait de faire jouer une clause libératoire, le club ne comptait plus sur lui. Moi, je n'ai pas demandé de faire marcher la clause. J'ai la possibilité de partir éventuellement si je voulais. Je veux donner à l'équipe un style en fonction des joueurs vifs et rapides que je possède. Et pour moi, il n'y a pas de retour en arrière possible. Pourtant, en ville, des pétitions circulent. Le but est de réintégrer VDB en première division. On compte plus de 1400 signatures. En Bretagne, à Rennes hier soir, 20 000 personnes dans le parc des sports, le stade de la Route de Lorient. Le foot à Rennes, ça doit marcher. Toute une région attendait ce retour parmi l'élite depuis 3 ans. Bienvenue au PSG. Carton rouge à ces hooligans virés en début de match. Ils avaient fait le voyage, la police aussi. 7e minute, Laurent de la Montagne pour son frère et capitaine Patrick. Un centre tendu. Oman Beyik se jette devant Bosser. 1-0.
Et quel but du Camerounais, l'éloge d'Henri Michel. Une tête fantastique d'Oman Biik, peut-être le but de l'année. Le but de l'année, ce sera à vous de le dire. Bravo également à Patrick de la Montagne pour son centre impeccable. 8 minutes plus tard, corner de Patrick de la Montagne renvoyé par la défense parisienne, mais le capitaine rennais récupère le ballon, talonnade dans son dos pour Ribard, à la lutte avec Loret et au premier poteau. Oman Biik dévie le ballon dans le but de Bats, 2-0. Le premier quart d'heure n'est pas achevé et une faute de placement incontestablement de la défense du PSG. Dès lors, l'équipe d'Henri Michel domine. Coup franc de Suzic et tête d'Angloma. Pierre Kiar s'est interposé et Thierry Loret s'est légèrement blessé sur cette action. Heureusement, rien de grave. 30e minute et la plus belle occasion parisienne. Au départ, Suzic, Daniel Bravo, Angloma, Zlatko Vujovic. L'action n'est pas terminée puisque Vasseur déboule sur la droite et pique son ballon. Il y a Suzic au centre, mais le Yougoslave s'en mêle incroyablement le pied droit et le pied gauche. À partir de ce moment, Henri Michel et Francis Borrelli comprennent sans doute que la réussite fuit ce soir le PSG. Fin de première période, transversale Loret, une première tête de Bravo, une seconde de Vujovic, qui réclamait d'ailleurs une main. 0-0 à la mi-temps, les Rennais perdront à la pause Michel Sorin, blessé, mais garde François Oman Biik, qui a orienté le jeu, comme ici, et qui s'est retrouvé le plus souvent à la conclusion des actions rennaises en pleine confiance Oman Biik, et ce tir-là le prouve. C'est du reste encore lui qui prolonge de la tête pour Patrick de la Montagne, séché par Jean-Luc Vasseur, de l'influence dans le dernier mondial. Monsieur Leduc sort et le carton jaune et Jean-Luc Vasseur. Henri Michel n'est pas content et il a tenu à le dire. Je n'ai pas pour habitude de parler du corps arbitral, mais qui nous a mis en difficulté ce soir en nous expulsant Jean-Luc Vasseur sur une faute vraiment bénigne. Rennes devant, c'est forcément Oman Biik, lancé par Patrick de la Montagne. Ces deux-là sont déjà à 100%, même si ici ça passe au-dessus. François, c'est vrai qu'on sent qu'avec Patrick ça marche plutôt bien. Oui, ça a l'air de marcher. Et c'est vrai qu'hier on a eu pas mal de réussites et on se cherche beaucoup pendant les entraînements. Et les matchs, on ne fait que répéter ce qu'on fait au cours des matchs et des entraînements. Tout à fait en fin de rencontre, le but parisien, il arrive trop tard. Alors à ce moment-là, il y a une réaction des entraîneurs dans deux styles différents. Perplexité pour Kérusoré, encouragement pour Henri Michel. Mais la voix d'Henri Michel ne changera rien, malgré une toute dernière occasion, en l'occurrence Zlatko Vujovic, assez décevant hier, qui bute ici devant Iyar. 2-1, score final, analyse de Kérusoré. Paris nous a largement dominé et ça s'est accentué. Ça paraît un paradoxe, mais c'est souvent le cas lorsqu'ils étaient réduits à 10. Mais Rennes avait baissé et Rennes ne jouait pas bien les coups offensifs et n'avait pas au milieu, je vous dis, les joueurs capables de récupérer le ballon. La fête en Bretagne, Oman Biik a rappelé aux anciens Laurent Pecou, vedette du stade il y a 15 ans, qui aurait embrassé tout le monde. Et c'est une certitude, si le foot marche à Rennes, l'affluence sera une des plus élevées de France, tant le potentiel est important. Dans cette équipe, on vous a vu, on l'a vu à la conclusion, mais vous êtes également le patron. C'est vous qui récupérez beaucoup de ballons, c'est vous qui relancez un peu la machine. Je récupère pas mal de ballons, mais c'est vrai que mon rôle primordial, c'est de marquer le but, c'est d'être à l'origine de toutes les actions offensives. Bon, mais quand il faut donner un coup de main à mes coéquipiers en défense, je n'hésite pas à le faire et c'est ce que j'ai pu faire hier. Écoutez, je vous propose de poursuivre la conversation en images parce que nous vous avons consacré, François, un long montage sur les hauts faits de votre carrière. Si vous voulez, on va commencer tout simplement par le but que vous avez marqué hier soir. Pourquoi? Enfin, le premier, celui marqué de la tête, parce que la tête, c'est vraiment votre point fort. Oui, c'est mon point fort, bon, mais je n'hésite pas d'utiliser. Je ne m'entraîne pas spécialement, ça vient au cours de match et à chaque fois que je suis en pleine confiance, j'attaque toutes les balles qui se présentent. C'est d'ailleurs de la tête que vous avez marqué le but que vous qualifiez de plus beau de votre carrière, le premier de la Coupe du Monde contre l'Argentine évidemment. Oui, c'était un but important pour la suite de la compétition et c'était un rêve qui venait juste de se réaliser. C'est pourquoi
J'ai dit à tout le monde, aux journalistes, que c'était mon plus beau but. Et c'est vrai que c'est mon plus beau souvenir. Ou pas pour vous? Non, je n'ai pas d'entraînement. Quand j'étais amateur, c'est en ce moment que je travaillais. Mais maintenant, j'ai plus de travail. Donc, Alors c'était là la suite de l'aventure commencée il y a longtemps au Cameroun entre Douala et Yaoundé. On a vu votre frère sur l'image qui est également professionnel. Il est où maintenant? Mais il est prêté un an au Havre. Et sur la porte de votre ancienne chambre, regardez Falcao, qui était votre modèle. Le voilà Falcao, le Brésilien, dont vous vous êtes inspiré quand vous jouiez là-bas à Puma. Et on va voir le terrain de ce petit village qui joue en 2e division. Il est en pente. De quel côté vous préfériez jouer, vous, là-bas? Je préférais toujours marquer sur la descente. Oui, vous préfériez jouer du haut vers le bas? Oui, du haut vers le bas. Et bon, ça me facilitait la tâche de marquer les buts. Alors, pas de tribune, pas de barrière. Quand il y avait un but, justement, je crois que c'était de la folie. Hein. Oui, il fallait attendre 1 ou 2 minutes, le temps de dégager les spectateurs. Alors, on a parlé de la tête. Votre 2e but maintenant, parce que du pied, vous n'êtes pas maladroit non plus. Oui, là, j'ai quand même beaucoup de réussite. Bon, c'est vrai que je suis aussi très bien servi et je ne fais que prolonger le ballon au 2e poteau. La réaction de Joël Bax, votre joie. Et puis à Rennes, en France, on vous demande bien sûr de participer à la récupération défensive. On va le voir sur un corner en 2e mi-temps. À Rennes, on ne me demande pas surtout de récupérer le ballon, on me demande de rester en attaque. Et bon, là, vous êtes derrière quand même. Oui, quand je reviens à des moments difficiles, c'est-à-dire quand il faut dégager un corner. Et c'est pourquoi je reviens, je me retrouve en défense. D'accord. Et puis pour terminer, un petit mixage des images de Puma au Cameroun et puis de votre joie hier soir. Vous irez vivre à quel endroit à la fin de votre carrière? En France ou au Cameroun? Je rentrerai au Cameroun, j'ai ma famille qui m'attend et plein d'amis. Merci. C'est vrai en plus que vous avez signé avant la Coupe du Monde. Si aujourd'hui c'était à refaire, ce serait toujours Rennes? Oui, c'est toujours Rennes parce que Rennes a reconnu mes talents avant la Coupe du Monde. J'avais envie de signer avant la Coupe du Monde pour pouvoir me libérer et c'est ce que j'ai fait. Et je crois qu'en signant avant aussi, et bon, c'est vrai, on raconte que je perds beaucoup d'argent, mais bon, Rennes aussi en a donné. À la suite de cette Coupe du Monde, justement, est-ce que vous avez le sentiment que le marquage exercé sur vous est différent, plus présent? Oui, maintenant, on visse un petit peu les boulons, on m'attend un peu partout. Bon, mais ça ne me plaît pas, bon, mais je suis obligé de m'y faire, donc c'est à moi de me surpasser maintenant. C'est vrai qu'également hier soir pour Bosser, ça n'a pas dû être simple. Il a souvent vu votre numéro parce qu'il était toujours derrière vous quand vous couriez devant. Oui, je savais que Bosser avait du mal à se retourner, alors il fallait que je prenne l'avance le plus rapidement possible. La semaine prochaine, Thierry, on invite Bosser. La semaine prochaine, par exemple, on pourrait effectivement inviter Bosser. Mais François, si la Coupe du Monde a porté bonheur à l'équipe du Cameroun, on ne peut pas dire, Christian Jean-Pierre, qu'elle ait vraiment porté bonheur aux Argentins en général et à Gabi Calderon en particulier. Burruchaga est revenu à Nantes. Il pensait jouer en Italie, finalement il ne joue pas en Italie. Et Gabriel Calderon a vraiment une trajectoire assez originale, puisqu'en mai dernier, il jouait en 3e division dans l'équipe du PSG. Bilardo l'a appelé au dernier moment pour jouer le mondial. Il ne pensait pas jouer au mondial. Il a joué au mondial, il a même joué une finale de Coupe du Monde. Et aujourd'hui, le rêve se termine mal, puisqu'il se retrouve sans club. On va le voir en image. Gabriel Calderon déambule donc aujourd'hui dans les rues de Saint-Germain à la recherche d'un club. Trajectoire peu commune pour un joueur qui, le 8 juillet dernier, disputait la finale de la Coupe du Monde. Avec un petit peu de chance, il aurait même pu son ombre, son transfert niçois ayant capoté à la dernière minute. Bon, pendant un mois, on avait parlé, l'entraîneur il avait confiance en moi, il est venu me voir à Rome. Bon, j'étais enthousiasmé, et c'est dommage qu'on n'a pas fait. Pour un problème d'indemnité financière réclamé par le PSG, Calderon est à la rue au sens propre comme au figuré, à la recherche d'un toit et d'un club. Est-ce que vous en voulez aux dirigeants? Non, j'ai eu de très bonnes relations. Bon, j'étais, je crois, un très bon professionnel, un bon joueur pour les clubs aussi. J'ai joué 107 matchs officiels de championnat en 3 saisons, ça veut dire beaucoup, sans compter la Coupe de France ou les matchs amicaux. Et les dirigeants avec moi, ils ont été très gentils aussi, mais dernièrement, ils n'étaient pas contents pour la réaction qu'ils ont eue avec moi. Ils ont essayé un peu de coincer de certaines manières les transferts en France ou à l'étranger.
À l'arrivée, la situation est cocasse. L'international argentin ne s'entraîne plus avec l'équipe 1 du PSG. Gabriel Calderón s'impose donc un entraînement quotidien intensif en solitaire et prend son mal en patience. Si vous ne trouvez pas de club, vous êtes prêt à aller à l'NPE pour pointer? Oui, j'ai été déjà. C'est ce qu'on doit faire tous les professionnels, qu'on n'a pas de club, c'est normal. Et ça vous angoisse pas de vous retrouver au chômage comme ça? Non, non, parce que j'ai eu toujours confiance en moi, j'ai passé des moments difficiles. Je suis un garçon qui à 14 ans, j'habitais tout seul déjà et je m'avais fait la vie tout seul. À 14 ans, imagine comment c'est. Et bon, après ça, j'ai arrivé à réussir. Et si on arrive à réussir à 14 ans sans rien, à 30 ans, vraiment, je suis tranquille parce que j'ai beaucoup de confiance en moi. À 30 ans, Calderón, argentin d'origine mais français dans l'âme, a encore le moral et aimerait bien rejouer cette saison en championnat de France, histoire de ne pas perdre le sourire. Oui, c'est un type bien, Gabi Calderón, alors on lui souhaite de trouver très rapidement un club quand même. Il y en a des pires que lui qui jouent, donc il devrait certainement trouver un club et cela rapidement. Lyon-Cannes maintenant en compagnie de Vincent Hardy. 25 000 spectateurs à Gerland pour la venue de Cannes, mais surtout pour découvrir les nouvelles recrues lyonnaises, Rousset, Cabagnas et Bouderbala. Raymond Domenech reste lui fidèle à ses bons principes. L'objectif, il est là, il est fixé au niveau du nombre de spectateurs qu'on aurait réussi à attirer au stade, parce qu'ils seront satisfaits de notre production. 20 minutes de jeu, coup franc de Cabagnas, mais aucun problème pour Dussuyer. L'OL monopolise le ballon, Bouderbala, étincelant pendant une demi-heure, fait admirer sa technique. Les Cannois bien regroupés résistent. 30e minute, nouveau coup franc lyonnais aux 20 mètres, mais la frappe de Bouderbala manque le cadre. Vous travaillez beaucoup les coups francs à l'entraînement? On les a travaillés un petit peu, mais comme c'est jamais les mêmes, c'est jamais dans la même position, jamais dans la même situation, c'est difficile de travailler le même. La mi-temps approche, Collin ouvre pour Genesio qui lance Bouderbala, Fernandez bien placé, assure pour Dussuyer. Cannes est venu pour essayer de faire un résultat, nous on essaie de profiter du moindre des espaces qui nous sera laissé. Vous savez, une équipe qui joue à l'extérieur ne vient pas pour faire le jeu. Et oui, Cannes profite des moindres espaces, centre de Ravera, remise de Sassus pour Bray qui plonge de la tête. Rousset s'interpose comme la semaine dernière devant Alofs. Lyon tente de réagir, déviation de Cabagnas pour Bouderbala, dont le lob échoue sur le petit filet. Lyon presse, mais Cannes se montre de plus en plus dangereux. 75e minute, montée de José Bray qui sert idéalement Mingual. Rousset est battu, mais Fougier bien revenu, sauve. C'est toujours comme ça, dans ces matchs, ils sont en place et puis ils jettent les ballons, là, comme on voit. Et ils ont les possibilités de compte, c'est vrai, parce qu'il y a 60 mètres là, et là-bas, il n'y a personne. Et là, il reste 30 mètres, et il y a 22 joueurs. Peu après, Luis Fernandez, balle au pied et sèchement taclé par Corian. Le capitaine cannois, touché à la cheville, doit quitter le terrain. Il reste 5 minutes, l'OL jette ses dernières forces dans la bataille. Fougier trouve Masson, contrôle orienté du jeune espoir lyonnais, 21 ans. Personne ne l'attaque, il s'avance et expédie un boulet des 25 mètres dans la lucarne de Dussuyer. L'OL tient sa victoire. Gilles Rousset vient féliciter ses coéquipiers mais blesse malheureusement Jackie Collin au cervical. Le capitaine lyonnais pourra toutefois regagner son domicile dans la soirée. C'est mon premier match que j'ai marqué, donc ça fait plaisir. Mais je pense que c'est le travail de tout un groupe. Il n'y a personne qui me gêne devant moi. Je frappe et puis j'ai de la réussite, ça va. C'est une récompense à l'effort, au travail qu'on a fait. Et que ce soit un jeune qui fasse son premier match en première division, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est tout le symbole de l'Olympique Lyonnais. On méritait amplement de faire un meilleur résultat parce que l'équipe s'est battue. Et en deuxième mi-temps, elle s'est créée 2 ou 3 occasions nettes. Enseignement pris, plus de peur que de mal pour la cheville de Luis Fernandez, qui, suspendu, ne disputera pas la prochaine journée. Et moralité, si les gardiens restaient dans leur but, après un but marqué par leur équipe, eh bien les vertèbres de Jackie Collin s'en porteraient mieux parce que les 90 kilos de Rousset, ça fait du pétard. Quelques pages de publicité et on se retrouve tout de suite pour la suite de cette deuxième journée de la Division 1. A tout de suite. Suite de cette deuxième journée donc du championnat de D1, vous avez eu la chance, Christian Jean-Pierre, d'assister à un des bons matchs. C'était Auxerre-Monaco, c'était une des affiches de la journée. J'ai eu de la chance, effectivement, que Frédéric m'envoie là-bas. J'ai vu un très beau match entre Monaco et Auxerre. Auxerre qui fête cette année ses 10 ans de présence en première division. Alors on va tout de suite partir au Auxerre pour une petite conférence de presse qui a eu lieu lundi matin. On va voir ça en image. Avec Giroud qui, tel le bon roi Saint-Louis, prêche la bonne parole sous un arbre. On a marqué 474 buts en 10 ans.
soit 1,25 buts par match. Voilà, ça c'est pour le clin d'œil. Auxerre recevait donc hier soir une équipe de Monaco redoutable sur le papier. La première action dangereuse est auxerroise. Chiffaut, très à son aise, récupère le ballon et ouvre pour Christophe Coquart. Coquart qui évite Ettori, mais c'est tout de même trop long. Réplique monégasque après 20 minutes de jeu. Roger Mendy pour Gérald de Passy qui s'enfonce dans la surface de réparation, balle au pied. Action sans conséquence pour les Bourguignons. 5 minutes plus tard, on retrouve Mendy dans ses œuvres, avec ce coup-ci une très belle frappe du droit, malheureusement pas tout à fait cadrée. Avant la pause, Chiffaut à l'attaque, l'œil de l'équipe auxerroise voit Kovacs, mais Ettori sent aussi très bien le coup. Un match très équilibré, on retrouve en seconde période Weah, assez bon hier soir, qui va jouer avec Rui Barros, qui lui joue dans un trou de souris pour Diaz. Martini intercepte, explication. Diaz était tout seul dans l'axe et que Barros allait lui passer le ballon. Par conséquent, j'ai anticipé sur cette passe-là et Diaz a été un petit peu pressé dans son tir, était obligé de tirer très rapidement, si bien qu'il n'a pas dû pouvoir m'ajuster comme il le voulait et ça m'a permis d'un réflexe de la sortir du pied. Bien vu, à un quart d'heure de la fin, on retrouve Gérald de Passy, plein centre pour Weah. Weah légèrement bousculé. Monsieur Zirog accorde un coup franc. Un coup franc lourd de conséquences puisque Emmanuel Petit fusille Bruno Martini. J'avais remarqué que depuis le début du match, les ballons sur centre et corner arrivaient toujours au deuxième poteau. Je me suis dit pourquoi pas, j'ai tenté ma chance, je suis allé avec Roger, je m'étais mis d'accord qu'on y allait tous les jeux. La suite, on la connaît, les Monégasques empochent 2 points et sont visiblement heureux. Et Auxerre n'a toujours pas marqué le moindre but. C'est quelque chose d'inquiétant, évidemment. C'est certain, mais enfin, je pense qu'on y arrivera quand même. On a travaillé pour. Le sage, le bon entraîneur de l'équipe d'Auxerre. Il était triste hier soir. Il était triste, mais sage. Oui. Christian Jean-Pierre, dites-moi, la confirmation, comme on l'a dit dans nos titres, c'est bien cette équipe de Monaco qui a fait un super recrutement et je crois qu'on va en parler cette saison. Toute proportion gardée, je trouve que ça ressemble tout à fait au Milan AC. Il y a 3 meneurs de jeu qui jouent chacun dans un rayon différent du terrain. On va le voir en image, on va découvrir le système de jeu monégasque, c'est assez impressionnant. Un jeu collectif parfait. Là, on retrouve Alain Roche qui va donner le ballon à Enzo Chiffaut, qui doit se servir de toute sa technique pour ne pas tomber dans le cadenas monégasque. C'est bien simple, ces monégasques, ils sont partout. Des monégasques avec un jeu collectif impressionnant. Ici, c'est Mendy qui remonte tout le terrain pour Rui Barros. Puis Diaz, ça c'est donc l'axe droit de l'équipe de Monaco. On retrouve Rui Barros. C'est bien simple, les Auxerrois sont confisqués de ballon. Mendy, on retrouve Mendy dans le centre pour Dible, ça c'est l'axe central avec une première frappe. Les Auxerrois n'ont toujours pas touché le ballon, les Monégasques vont le récupérer. Mendy, ce coup-ci on part à gauche avec l'axe sonore Gérald de Passy. Les Auxerrois courent toujours après le ballon. Cela fait 45 secondes qu'ils ne l'ont pas vu. On retrouve Passy. Ça reflète la physionomie du match, non? Non, ça ne reflète pas du tout la physionomie du match, mais ça montre tout à fait le jeu monégasque, cette action. Et là, on termine avec une action auxerroise, court-circuitée par des monégasques très rugueux, mais dans le bon sens du terme. Et j'ajouterais, Frédéric Jaillant, que Franck Sauzet ne jouait pas et que c'est une pièce essentielle du dispositif de M. Wenger. Il doit rentrer samedi, normalement. Il devrait rentrer samedi. Par contre, je ne sais pas s'ils auront assez de joueurs pour jouer le championnat et la Coupe d'Europe. Marseille, il y en a peut-être un peu trop, mais à Monaco, je ne sais pas s'il y en a assez. Les vases communicants devraient fonctionner sur les bords de la Méditerranée. On va regarder ensemble maintenant 4 rencontres de cette deuxième journée. Lille-Nantes, Montpellier-Sochaux, Nice-Toulouse et Toulon-Saint-Étienne par le couple de l'année. Marianne Macot, Christian Jean-Pierre. Merci. Mauvaise surprise pour Lille. Timide début devant Nantes, bien organisé. Et sur cette touche, Bonalaire tente un centre. Robert intercepte et marque. Nantes mène 1-0. Et c'est surtout Joël Henry, le meneur de jeu des Canaries, qu'on remarque dans ce début de match. À la 36e minute, il se permet une montée vers le but sans que personne ne l'arrête. Mais à l'arrivée, il rate son objectif devant Nadon. Deuxième période, les Nantais se montrent encore dangereux au départ d'une touche. Edely tente de lancer Loco, mais il tarde un peu trop et Loco se retrouve hors jeu, heureusement pour Lille.
64e minute, observez bien l'entrée de la surface, Nielsen s'effondre devant Edeli qui l'avait semble-t-il effleuré, l'arbitre donne penalty, Périlleux s'élance et grâce à lui Lille s'en sort sur le score d'un but partout et Nantes a retrouvé son football. Je regrette énormément qu'aujourd'hui nos supporters n'ont pas eu l'occasion de voir les prestations de ces joueurs et à ce moment-là je suis persuadé qu'ils nous pardonnent les mauvaises prestations qu'on a fait contre Caen. Nice-Toulouse au stade du Rail avec un retour sympathique, celui de Jules Bocandé. Première action niçoise, 15e minute de jeu, coup franc d'Aurore, Robbie Langers de peu à côté. Réaction toulousaine sur coup franc avec cette frappe de 30 mètres, signée Stéphane Demol, ça passe aussi de peu à côté. Les Niçois qui dominent en première mi-temps auraient pu ouvrir la marque sur cette action. Robin Huck une première fois, et c'est finalement Hernandez qui sauve le TFC. En seconde période, on retrouve Nice à l'attaque avec un très beau mouvement et à l'arrivée le capitaine buteur Robbie Langers qui trouve sur son chemin Robin Huck. Les Niçois vont finir par trouver le chemin défilé, coup franc de Maurice et tête de Mège, 1-0. Les Toulousains sont alors obligés de sortir de leur coquille pour égaliser. Beto Marsico expédie une tête sur la transversale et on retrouve le meneur de jeu toulousain dans la surface de réparation avec ce coup-ci un penalty indiscutable transformé par Beto Marsico. Score final 1-1. Il me semble pouvoir dire que le résultat nul est équitable, dans la mesure où Nice a eu la première mi-temps pour lui, la deuxième a été légèrement en notre faveur, donc je suis totalement satisfait. Toulon-Saint-Etienne. Franck Sauzet n'a pas signé à Toulon, mais il profite de sa convalescence en spectateur. Dès les premières minutes, Saint-Etienne impressionne par son international tchèque Moravcik. Il décoche un tir que Songo arrête en 2 temps. Mais les Stéphanois subiront ensuite le jeu. Sur ce centre de Boursac, Bernardet place sa tête au-dessus de la barre. Action similaire 5 minutes plus tard. Et cette fois-ci, Marquet vise à côté. Deuxième période et corner pour Toulon. Un ballon que tout le monde cafouille devant le but, mais que Bernardet apprivoise. Premier but de Toulon, 1-0. À 11 minutes de la fin, Marquet réussit à centrer sur toujours le même à l'affût, Bernardet et un doublé, 1. Mérieux tirera superbement ce coup franc, mais Secarelli réalise une prouesse. Il ne pourra empêcher le ballon suivant d'entrer. Zawi se retrouve bien seul derrière la défense stéphanoise. Et comme rien ne sert de courir, etc., personne n'empêchera ce troisième but. Saint-Etienne ne sauvera pas l'honneur malgré ce tir de Tibeuf. 3-0, score lourd et indigeste pour les Verts. De la tête, Gérard Bernardet 1m63, j'ai prouvé que je pouvais marquer des buts aussi. Mais enfin, ce qui fait plaisir, c'est la victoire avant tout, parce qu'à Toulon, on n'avait pas gagné depuis longtemps 3-0. À la Mosso, Montpellier accueillait Sochaux. En 45 minutes, le match est joué. C'est d'abord sur ce centre de Tétis venu de la droite, Daniel Xureb qui ouvre la marque de la tête. 1-0 donc pour Montpellier. 3 minutes plus tard, on retrouve les Montpelliérains à l'attaque avec Ziobert sur coup franc excellent hier soir. Avec une petite main d'un défenseur sochalien dans la surface. Au ralenti, c'est évident. Crossi dévie bien le ballon de la main. Penalty indiscutable transformé par Laurent Blanc. 2-0 à la mi-temps. En seconde période, pas grand-chose. Les Sochaliens ont bien du mal à démarrer dans ce championnat 90. Biles aurait pu inscrire un 3e but en fin de match, mais son tir passe largement au-dessus. Score final 2-0 pour Montpellier. Je vous présente le numéro de TFC Magazine, c'est le journal du Toulouse Football Club que vous trouvez chaque fois que les Violets jouent dans leur bon vieux stade du Stadium. Martin Zara, on a vu quand même une équipe de Marseille impressionnante, j'ai trouvé, d'autant qu'il manquait quand même du joli monde, il manquait Vadel, il manquait Moser, il manquait Jean Tigana, ça fait beaucoup de monde. Impressionnant, je ne le dirais pas, parce que j'ai discuté avec les joueurs à la fin de la rencontre, et notamment avec Bernard Pardo. Ils ont dit, nous, on a axé notre préparation pour le mois de septembre. Et le mois de septembre, c'est la Coupe d'Europe. Et là, ils ne sont pas encore à plein régime. Il y a un problème d'homogénéité à trouver. Ce n'est pas évident qu'on a un tel effectif sous la main. Et je me suis attaché au cours de cette rencontre, qui a eu lieu vendredi. Tout le monde connaît le résultat et la plupart des gens ont vu les buts. Donc, à voir le match à travers 2 joueurs. Vous allez découvrir en images tout de suite. Merci, mon cher Martin. Merci. 17 000 spectateurs à Metz.
Pour la venue de l'OM, Marseille fait recette. Waddell et Moser sont absents, l'équipe est néanmoins impressionnante. La super vedette, s'il en faut une, c'est lui, Dragan Stojkovic, l'homme le plus cher de France. Un effectif plus que fourni qui envoie Tigana non pas au rencard, mais sur la touche du jamais vu ou presque. Côté messin, la star est également yougoslave. Il s'agit d'Alioša Hasanovic, 24 ans, élu l'an dernier par la presse yougoslave, meilleur joueur de la saison, à égalité avec Dragan Stojkovic, en grande conversation ici avec Cantona. Un face-à-face serbo-croate a l'avantage en début de rencontre d'Hasanovic. À 24 ans, il sait tout faire. Gelon, ici à l'image, court, on le verra plus tard, 1,82 m de talent, pas toujours bien compris par ses partenaires. L'an dernier, il jouait à Hajduk Split, tout comme Stojkovic. Son transfert en France s'est réalisé en cours de saison dernière. Stojkovic lui affole d'entrer la défense messine, poke le fauche à l'entrée de la surface, un coup franc lourd de conséquences. On joue depuis 8 minutes. Le Yougoslave le tire lui-même. Cartier, pressé par Germain et Boli, marque contre son camp. Marseille, à l'image de Picchi, exulte. Le ralenti est bien formel, c'est bien Cartier qui inscrit ce premier but. Hasanovic en tombe KO, le Messin n'a pas été ménagé par la défense marseillaise. En fait, il a été vendredi soir le seul joueur véritablement dangereux pour l'OM. Exemple, ce coup franc excentré qu'il tente directement sur le poteau gauche d'Olmeta. Déception et signe de croix en prime pour conjurer le sort. Le problème de Stojkovic et de l'OM, c'est l'homogénéité. Cette action en est la démonstration. Stojkovic ne sait plus quoi faire du ballon. Et le jour où le collectif sera rodé, gageons que Picchi n'aura plus l'occasion de s'énerver. Car Stojkovic, les bonnes balles, il sait les donner. Ici pour Cantona, mais bonne sortie de shoot. Le problème de l'un n'est pas celui de l'autre. Côté Hasanovic, le Yougoslave se sent par moments bien seul, obligé d'être partout. Une tâche insurmontable face à l'OM. Marseille qui mène donc à 0 à la mi-temps et à la reprise, grande discussion entre Hasanovic, Stojkovic et Brenovic. Le troisième Yougoslave, M. Vautreau ne doit pas comprendre grand-chose, il préfère partir. Le duel individuellement est toujours dominé par le Messin, mais ici c'est Stojkovic qui est en couverture. Tiens, l'une des rares occasions pour l'OM où Stojkovic n'intervient pas, un bon coup franc d'Amoros. Et à la 65e minute, Hasanovic se fait piquer la balle par Stojkovic et Amoros. Le tournant de leur match à deux, ouverture splendide de Bernard Pardo pour ce même Stojkovic. Accroché semble-t-il par shoot, penalty difficile à juger, même au ralenti. Je l'ai revu plusieurs fois et c'est vraiment difficile de se faire une idée. En tout cas, Jean-Pierre Papin le transforme et en profite pour inscrire son deuxième but de la saison. 2-0, la rencontre est terminée. L'OM et Stojkovic sont en démonstration. Stojkovic avec Papin à un cheveu de la conclusion. Et peu après, Pelé profite d'une erreur de la défense messine, bien fébrile et on le serait à moins. Il oublie Papin et Cantona au centre. Pelé par ailleurs auteur